Donc je vais essayer de vous brosser un petit tableau des biocarburants et du biogaz. Je vais commencer donc déjà par poser la question pourquoi faire, pourquoi on s'intéresse à la biomasse pour ses applications carburant et méthane. J'évoquerai les grandes filières de production de biocarburants, avec évidemment leur maturité et les verrous de ces filières. Je passerai par la case bioraffinerie pour tenter de donner une simili-définition à un concept un peu flou, mais qui néanmoins est très utilisé. Et puis je terminerai par quelques planches sur le biogaz et les enjeux, là, particulièrement en France et en Europe, alors que sur les biocarburants, j'aurai une vision un peu plus mondiale. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on à la ressource biomasse pour les carburants ou l'énergie en général ? Bon, il y a toujours trois raisons principales qu'on retrouve à peu près dans tous les pays ou les continents qui s'y intéressent, à savoir l'indépendance énergétique, c'est-à-dire se rendre au moins partiellement indépendant des ressources fossiles, ne pas être dans le tout fossile. Il y a l'impact environnemental, c'est-à-dire on attend effectivement du carbone renouvelable, donc des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, last but not least, très important, l'activité économique agricole. Ça crée de nouveaux débouchés, de nouveaux emplois, et ça fait partie effectivement de l'équation qui justifie qu'on s'intéresse et qu'on pousse les biocarburants et le biogaz. Ce qui fait qu'effectivement, de grands pays comme grands continents, on va dire, comme l'Europe ou les États-Unis ou le Brésil, ont mis en place un certain nombre de politiques publiques relatives aux biocarburants en particulier. Alors en Europe, on a déjà évoqué, à savoir les règlements de ce qu'on appelle la RED, la Renewable Energy Directive, qui vise 20% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie en 2020 en Europe, avec un taux variable suivant les États membres, ce n'est pas uniforme partout, et avec un sous-objectif qui vise directement le transport et donc les biocarburants, à savoir 10% d'énergie renouvelable dans les transports en 2020. Alors, n'est pas renouvelable qui veut, c'est-à-dire qu'associé à ces cibles, il y a des critères qui permettent de définir ce qui est renouvelable ou ce qui ne l'est pas, et en particulier les biocarburants. Donc il y a certains seuils d'émissions de gaz à effet de serre que doit respecter le biocarburant pour être labellisé renouvelable et pouvoir bénéficier des avantages associés. Et puis également un certain nombre de critères traitant de la biodiversité, de la sécurité alimentaire, de la protection des sols, de l'eau, de l'air, tous les points qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont effectivement des critères incontournables. Par ailleurs, depuis peu, des objectifs 2030 ont commencé à être élaborés. La Commission a proposé une cible de 27% de renouvelables globalement en 2030. Bon, c'est un début de commencement de règlement. C'est assez important qu'on ait ça rapidement, parce que pour l'industrie et pour les industriels, la visibilité minimale pour pouvoir investir, c'est bien 2030, c'est plus 2020. Aux États-Unis, le cas américain est un peu similaire, c'est-à-dire que l'administration américaine a mis en place en 2007 des objectifs d'incorporation, mais là c'est beaucoup plus directif et quelque part beaucoup plus lisible, c'est-à-dire que c'est des obligations d'incorporation de différents types de biocarburants. Alors ils ont commencé par l'éthanol maïs, et effectivement c'est ce qui est en marron sur la planche, et puis avec des cibles d'incorporation de ce qu'on appelle la deuxième génération, c'est-à-dire les biocarburants lignocellulosiques, à partir de 2012-2013. Ils sont en retard, c'est-à-dire que ces cibles qui étaient fixées en 2007 ne sont pas remplies, et elles sont en train d'être réajustées. Mais néanmoins, il y a des investissements, parce que là, c'est très lisible, contrairement à l'Europe, et j'y reviendrai, où là, les têtes à queue et les variations réglementaires ont été nombreuses. Alors, peut-être quelques petites définitions pour clarifier le débat à propos des générations. On l'a déjà fait un petit peu dans la présentation précédente, mais je pense que c'est important d'y revenir. Bon, qu'est-ce qu'on appelle la génération 1 ? Alors, d'abord, la notion de génération, à mes yeux, c'est relié directement au type de ressources, puisque un des vrais enjeux majeurs des biocarburants, ce sont les ressources. C'est où aller chercher cette ressource. Donc la première génération, c'est les sucres, amidons, huiles végétales et graisses, de manière générale, avec quelque part une compétition avec l'alimentaire qu'on a déjà évoqué, et avec un gisement exploitable en ordre de grandeur, pour ne pas impacter trop violemment la concurrence alimentaire. C'est un ordre de grandeur, encore une fois, de quelques 100 millions de tonnes équivalent pétrole. La deuxième génération, c'est la biomasse lignocellulosique, donc c'est les déchets de bois, les déchets agricoles, éventuellement les cultures dédiées lignocellulosiques. Et là, on saute d'un ordre de grandeur en termes de gisement potentiellement exploitable. Alors le gisement total, il est énorme, il est de l'ordre, on voit des chiffres se balader entre 40 milliards de tonnes équivalent pétrole, 100 milliards de tonnes équivalent pétrole. Si on a fait quelques critères d'exploitabilité, on descend à quelques gigatèpes primaires exploitables,
ce qui est néanmoins considérable puisque c'est l'ordre de grandeur de la production pétrolière mondiale. Et puis la troisième génération, c'est la biomasse aquatique, comme évoqué tout à l'heure, mais je rajouterai un petit critère supplémentaire, à condition qu'elle fonctionne en autotrophie ou en photosynthèse, c'est-à-dire que ce ne soit pas des algues qui se nourrissent de sucre ou d'amidon, parce que dans ce cas-là, vous ne créez pas une nouvelle ressource, vous êtes obligé d'apporter le substrat carboné, vous n'allez pas capter le CO2 par la lumière pour faire le substrat. Alors, les filières de conversion des ressources G1, elles sont existantes, hein, ce sont des technologies éprouvées. Le problème, c'est que les produits, en général, à part une filière qui s'appelle l'HVO, ce sont des produits qu'on ne peut pas mélanger, on va dire, de manière extensive dans les carburants sans modifier leurs propriétés. Donc vous avez la première filière qui traite en fait des huiles, des ressources huiles, qui fait des esters par réaction catalytique. Et c'est un diesel, un biodiesel qu'on mélange jusqu'à l'ordre de 7% dans le diesel en France. Et puis la deuxième filière, c'est la filière sucre ou amidon. L'amidon, c'est jamais qu'un sucre, un polymère de sucre, hein. Et vous convertissez en fait ce sucre par fermentation, façon Noé, en éthanol, lequel éthanol est miscible, fongible, on va dire, jusqu'à à peu près 10% à ce jour. On pourrait sans doute aller plus loin, mais là, des débats sont encore en cours, dans les essences. Alors, les biocarburants, comme vous le voyez sur cette courbe, jusqu'à 2009, ont connu une expansion, une croissance extrêmement forte, principalement de l'éthanol d'ailleurs, hein, parce que États-Unis, Brésil, c'est principalement éthanol, le biodiesel, c'est principalement Europe. Et vous voyez que la croissance est très forte. Alors, quelques points particuliers sur ces filières de transformation. Elles ont quasiment 80% de leurs coûts de production qui sont liés au coût de la ressource. Donc, une extrême dépendance au coût de la ressource. Une importance essentielle, mais c'est général d'ailleurs, des coproduits. C'est-à-dire que la filière biodiesel ne vit que grâce, effectivement, essentiellement et principalement grâce aux coproduits, c'est-à-dire aux tourteaux de colza, qui sont, comme on le disait tout à l'heure, une alimentation animale. Les performances environnementales sont variables suivant les filières et elles font beaucoup débat. Bon, pour vous donner un ordre de grandeur, on peut quand même fixer les idées en disant que ça réduit les émissions de GES à peu près en moyenne de 50%. Ça divise par 2 les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux correspondants fossiles, ce qui est déjà pas mal quand même. Et donc les politiques sont contrastées et relativement variables sur la première génération. Les ressources G2, donc lignocellulosiques, ça ce sont des filières qui sont en fin de développement et en début d'industrialisation. Je vous montrerai une planche à ce sujet tout à l'heure. La compétition internationale est intense. On approche la compétitivité, c'est-à-dire que le coût est encore plus élevé que l'équivalent fossile, mais on pense qu'avec l'industrialisation et une courbe d'apprentissage industriel, on va réussir à atteindre la compétitivité intrinsèque. Et les performances environnementales sont en général meilleures que celles de la première génération. Encore une fois, en ordre de grandeur, et ça ne dépend encore des filières, on divise à peu près par 10 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'équivalent fossile. 3 filières principales, une filière encore fermentaire. On va chercher la cellulose, qui lui aussi est un polymère de sucre. On va dépolymériser, prendre les sucres et fermenter comme la première génération, on obtient de l'éthanol. Vous avez une voie gazéification, c'est-à-dire qu'on va porter à 1500 degrés ou 1000 degrés la biomasse. On en fait des briques élémentaires CO plus H2. Et ce gaz de synthèse est un rêve de chimiste qui permet en particulier de faire, par la synthèse Fischer-Tropsch, des excellents distillats, c'est-à-dire des excellents diesel et kérosène. Et puis vous avez une troisième filière qui est un peu moins mature, qui consiste à liquéfier à peu près à 500 degrés la biomasse, puis à la post-traiter. Mais là, on n'est pas encore tout à fait au bout du chemin. Alors, pourquoi la biomasse lignocellulosique? Quel intérêt? Alors, comme je le disais, le gisement mondial est a priori beaucoup plus important. Et du coup, on s'attend à ce que le coût visé, le coût soit plus faible que la biomasse G1. Ça n'est pas encore attesté, puisqu'il n'existe pas encore à ce jour de véritables marchés et de véritables structures logistiques, par exemple en France, pour installer une G2 et la collecte de la biomasse lignocellulosique, mais néanmoins, c'est le pari qui est fait et sur lequel repose l'essentiel de la viabilité économique de cette filière. Un des intérêts, c'est qu'effectivement, les émissions de gaz à effet de serre sont plus faibles parce qu'on met moins d'intrants et moins d'énergie à la culture. Et puis, il y a un impact plus faible sur les ressources en eau. La compétition n'est plus directe avec l'alimentaire, elle peut être indirecte, comme évoqué tout à l'heure, mais il n'y a pas de compétition directe. Les unités industrielles sont en démarrage. Et en revanche, point très important, beaucoup de monde s'intéresse à la ressource lignocellulosique. Et l'énergie en particulier s'y intéresse de près. Et ça, c'est un vrai problème parce que l'ordre de grandeur des besoins énergétiques par rapport aux biocarburants, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Les algues et la ressource G3, donc algues autotrophes, ce sont des technologies qui sont en phase exploratoire. Pour l'instant, on va dire que c'est plutôt laboratoire, c'est que les performances environnementales restent à démontrer. Elles ne sont pas encore exceptionnelles, il y a une consommation énergétique intrinsèque assez élevée. Cette filière, à ce jour, est quand même très bien adaptée pour les produits à forte valeur ajoutée, mais quand même encore très chère et pas tout à fait au niveau environnemental pour la production de carburant. Alors, la map monde dont je parlais tout à l'heure, pour vous montrer les usines, j'ai essayé de faire un filtre, parce que les annonces, il y en a des dizaines et des centaines d'unités de deuxième génération. Là, on a fait un filtre avec nos informations sur des unités construites ou en construction qui annoncent une capacité de production supérieure à 10 000 tonnes par an. C'est-à-dire, là, on peut commencer à dire vraiment, c'est plus tout à fait la démo, c'est vraiment industriel. On voit que, sommairement, il y en a beaucoup en Amérique du Nord, et spécialement aux États-Unis. Il y a une majorité de voies biotechnologiques, c'est-à-dire que la voie gazéification ou la voie thermochimique est encore un peu en retard par rapport au reste. Sur la Chine, on a mis un grand point d'interrogation parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais on a du mal à les recouper, donc on ne peut pas être très affirmatif. Mais le message que je veux faire passer là, c'est que cette carte, il y a, on va dire, 5 ans, elle était vierge. Donc là, on est en train d'assister à l'émergence d'une nouvelle filière industrielle. La feuille de route, rapidement, je reprends en fait un peu ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que vous voyez une incorporation des biocarburants dans les carburants commençant par la G1, avec une saturation à un moment donné en termes de ressources. Le relais commence à être pris par la deuxième génération et par les déchets lignocellulosiques d'abord, puis par les cultures lignocellulosiques dédiées ensuite, avec différentes technologies que j'ai évoquées et d'autres encore qui sont en train d'être développées. Et puis à terme, éventuellement, si on arrive à baisser les coûts et à améliorer les performances environnementales, les cultures algales et la biomasse algale. Un petit passage par la notion de bioraffinerie, parce qu'effectivement, elle est liée à la notion de carburant. C'est une sorte de métaphore de la raffinerie du pétrole. C'est-à-dire que de la même manière qu'une raffinerie traite du pétrole et va donner des carburants, elle va aussi fournir d'autres produits à forte valeur ajoutée de type pétrochimie. Et l'idée de la bioraffinerie, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est pour optimiser de manière économique et environnementale ma matière première, eh bien je vais viser plusieurs produits et pas seulement les biocarburants. Il faut savoir par exemple que la première génération fonctionne déjà un peu comme une bioraffinerie au sens où elle ne produit pas uniquement du biocarburant, mais également par exemple des tourteaux, comme je l'évoquais, ou d'autres produits. Ce qui permet de faire voler chaque unité et chaque usine. Rapidement, la chimie du végétal, mais M. Roquette en parlera certainement beaucoup mieux que moi. On peut voir deux grands axes, soit la production de produits de spécialité, ça existe déjà dans le cosmétique, dans la pharma, etc., à forte valeur ajoutée, donc qui permet de mettre des investissements assez élevés, d'aller chercher des ressources relativement chères. Et puis, plus récemment, la production d'intermédiaires chimiques, c'est-à-dire que soit on va essayer de se substituer aux intermédiaires chimiques fossiles existants, ces intermédiaires chimiques étant principalement destinés à la production de plastique, donc typiquement l'éthylène ou le butadiène, avec des projets où IFPEN est impliqué comme le procédé Atoll ou le projet BioButterfly, ou bien carrément de nouveaux intermédiaires avec de nouvelles fonctionnalités qui peuvent intéresser les chimistes pour produire leur plastique, comme le PLA. On vise, suivant les études c'est assez variable, mais certaines études annoncent en gros 2% de biosourcés incorporés dans les plastiques à 2020. Ça peut paraître faible, par contre ça correspond à une croissance considérable. Et c'est là aussi un nouveau business qui est en train d'émerger. Le biogaz. Alors le biogaz, c'est autre chose que les biocarburants, ça n'est pas de la chimie non plus, c'est un vecteur énergétique. C'est du méthane issu de biomasse. Donc on produit un vecteur énergétique gazeux qu'on peut utiliser pour produire de la chaleur ou de l'électricité qui du coup va être verte, puisque issue de la biomasse, et donc avec un bilan carbone a priori plus favorable que le fossile. On peut également imaginer, et en France ça a été autorisé il n'y a pas très longtemps, d'injecter ce méthane dans le réseau de gaz naturel, c'est-à-dire distiller une petite partie, une petite proportion de ce méthane vert dans le méthane fossile. Et on peut aussi, lorsqu'on dispose des véhicules ad hoc, mettre ce méthane comme carburant dans les véhicules GNV. Bon, la méthanisation, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à prendre un substrat humide, très riche en eau, et en fait, à travers d'une fermentation anaérobie, récupérer entre 40 à 80%, mais 80% c'est vraiment dans les très bons cas, de biogaz qui est en fait un mélange de méthane,
de CO2 et d'H2S. Et puis on récupère un digestat, qui pour l'instant est considéré en France comme un déchet, qui est donc épandu comme fertilisant sous certaines conditions et dont le statut devrait évoluer réglementairement pour qu'il puisse effectivement être utilisé de manière plus facile. Son intérêt, c'est quoi? C'est la valorisation des déchets d'abord, hein, des déchets organiques. C'est ça l'intérêt premier de cette filière. Ça permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre puisque vous capturez le méthane. Et puis, on ne le sait pas forcément, mais c'est également une gestion du cycle de l'azote. L'azote est transformé dans ce cycle et devient de cette manière plus assimilable dans le cycle global. Et enfin, c'est une production d'énergie renouvelable. Alors actuellement, en France, il y a des secteurs d'activité très différents qui utilisent la méthanisation. Ça va des installations de stockage des déchets non dangereux jusqu'aux installations de traitement des effluents dans des industries données. C'est toujours des petites installations, ça varie entre quelques dixièmes de mégawatts jusqu'au maximum 10 mégawatts, c'est quand même relativement petit, c'est pour faire en général l'électricité chaleur. Et puis il y a des technologies variables de digestion et des modes de valorisation variables. Le problème, c'est que c'est des petites installations dispersées sur le territoire, et pour l'instant, en France, cette activité jusqu'à 2010 était relativement limitée, il y avait 300 installations, ça représentait 0,25% de l'énergie primaire française, donc c'était quand même plus que marginal. Et on s'est aperçu au travers de certaines études qu'il y avait quand même un gisement méthanisable considérable qui nous permettrait, à 2030, d'aller jusqu'à 4 à 6 millions de tonnes équivalent pétrole par an d'énergie primaire au travers du biogaz. Ce qui ne va pas révolutionner la face du monde, mais ce qui n'est pas négligeable non plus. C'est un apport marginal mais important dans la contribution énergétique. Du coup, des mesures incitatives ont été mises en place, des tarifs de rachat d'électricité et de biogaz, en particulier pour le gisement agricole, et puis une réinjection autorisée maintenant, sous certaines conditions, de ce biométhane dans le réseau. Alors, petit passage par l'Allemagne qui fait figure de leader dans le domaine. Effectivement, ils en sont à 5 millions de TEP par an de production d'énergie primaire de biogaz. Ce qu'il faut quand même savoir, ils ont développé ça entre 2000 et 2010 avec de fortes incitations. Il faut savoir quand même que plus de 60%, je crois que 70 ou 80% de ce méthane vert est issu de cultures dédiées et non pas de déchets. Donc ça a été vraiment la construction d'une filière à partir d'une culture dédiée. Donc c'est ce qui fait la différence et a priori, ce n'est pas l'intention des pouvoirs publics français que d'aller sur des cultures dédiées. En conclusion, je dirais que la biomasse pour les carburants, le biogaz et la chimie, ça permet de sortir du tout fossile. Ça réduit effectivement les gaz à effet de serre à condition qu'on fasse ça correctement et qu'on prête attention aux méthodes de culture, de process et puis de traitement des effluents. Et ça peut amener effectivement une activité économique de grande ampleur. L'utilisation des ressources sucre, amidon et huile est limitée en quantité. À un moment donné, on va atteindre un plafond. On est en train peut-être de le toucher. On a peut-être encore un peu de marge, mais pas énormément. Le relais, bonne nouvelle, est en passe d'être pris par la lignocellulose. Je dis bonne nouvelle pour nous à IFPEN en particulier, puisque nous travaillons dans les projets Futurol et Beautyfuel, qui sont justement des procédés de traitement de cette deuxième génération. Par contre, un petit point d'alerte, et en particulier en Europe, on apprécierait, et je pense surtout les industriels investisseurs, apprécieraient qu'un cadre réglementaire soit défini de manière stable pour ces filières naissantes, de manière à ce qu'ils puissent investir en connaissance de cause et avec un minimum de sécurité. Voilà, je vous remercie de votre attention.